Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Evelyne Blogdano. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors on vous reçoit pour la deuxième fois avec grand plaisir et cette fois-ci pour un roman qui s'appelle Violette et Stella qui est paru le 27 mars dernier aux éditions Stock. Je vais tout de suite vous montrer à l'écran la sublime couverture faite par Julia Bourdet si ma mémoire est bonne. C'est ça, Oui, magnifique couverture. absolument. Voilà. Donc avant de rentrer dans ce roman, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent, qui peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent. Par mon intermédiaire, je récupérerai les questions et puis je vous les poserai en fin d'émission. Evelyne, comment ça va? Mais ça va bien, ça Moi, je va suis très contente bien. de vous retrouver cette fois-ci dans un roman, dans de la fiction, parce qu'on a l'habitude de vous voir dans des biographies. Vous êtes un peu Madame Biographie du paysage littéraire. Je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur pour venir au roman. Alors l'élément déclencheur, ça a été mon travail sur l'âme sœur, dont nous avions parlé ensemble, cette biographie de Nathalie Bauer-Lechner et Gustav Mahler. Et c'était un travail considérable, vraiment lourd. En plus, le livre est sorti au moment du deuxième confinement. Les librairies étaient ouvertes, mais il n'y avait pas, on pouvait pas, il y avait pas de salon du livre, il y avait très peu de rencontres, si ce n'est en effet par visio. Et, euh, et vraiment, je ne me sentais pas je sais pas, l'énergie, le courage, l'envie de repartir sur une biographie ou un essai. Et j'ai eu envie, voilà, de revenir à mes premières amours, parce qu'en réalité, c'est pas, j'ai commencé par la fiction, mais des livres qui n'ont pas été, que j'ai pas publiés à l'époque. Voilà, j'ai commencé vraiment directement par la biographie de Madame Zola. Et donc j'avais quand même ça restait quelque part, vous voyez, ce désir de roman, d'invention, et surtout une fabuleuse liberté qui est celle du roman. Et voilà, donc je me suis dit, mais si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et il faut y aller, il faut y aller. Vous avez Voilà. bien fait. Vous avez bien fait parce que moi j'ai Ah, passé un très bon moment de oui. lecture. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous résumer ce livre en une minute, très rapidement? Oh, c'est un livre, je dirais, qui est l'histoire d'une amitié entre deux jeunes femmes extrêmement différentes l'une de l'autre. L'une provinciale qui a choisi d'élever ses enfants, l'autre parisienne, très dynamique, voilà, qui a un métier de compétition. Et la narratrice est la mère de la deuxième, Stella. Donc Violette, c'est celle habite près de Tours. Stella, la parisienne conquérante. Et Anne, la narratrice, est la maman de Stella. Ça m'a permis, voilà, de faire, je dirais, dialoguer un peu tous ces trois personnages et puis, bien sûr, tous ceux qui les entourent. Euh, je, je voulais savoir qu'est-ce que c'est qui vous avait inspiré ces personnages. Parce que alors, il n'y a pas que des personnages féminins, il y a trois Non. il y a des personnages masculins qui sont très intéressants. On dit souvent que les personnages secondaires, c'est comme dans les films, on s'en fiche un peu. Mais non, là, vous leur avez donné un rôle qui est assez important et je voulais quand même le souligner. Mais qui est-ce qui vous a inspiré ces trois personnages? Écoutez, franchement, je ne peux pas vous dire, je les ai construits en fait. Le vrai point de départ a été un roman de Balzac qui s'appelle Mémoire de deux jeunes mariés. Deux jeunes femmes qui ont été au couvent, enfin sortent du couvent, elles sont amies et elles vont mener des vies très différentes. Elles sont très différentes de mes personnages, mais c'est construit en opposition, si vous voulez aussi. Et le vraiment tout premier point de départ, c'est venu de là, d'où la Touraine associée à Balzac, tous ces, vous voyez, organisés comme ça, de cette façon-là. Mais je ne peux pas dire que ces romans, ces personnages, euh,
représente telle ou telle personne. Évidemment, comme je pense beaucoup de romanciers, je suis un peu dans les trois, certainement. Et alors évidemment, on aurait tendance à dire que je suis davantage Anne, la narratrice, mais c'est pas tout à fait vrai. J'ai D'accord. des côtés Violette et des côtés Stella. Donc, mais c'est ça le jeu, si vous voulez, qui n'est pas un jeu. Et je trouve que j'ai encore une définition, je dirais, euh, qui peut sembler très classique du roman, mais pour moi, enfin, les romans que j'aime sont de la fiction. J'aime la fiction. Sinon, je lis des documents, des témoignages, des biographies, des essais, etc. Mais ce que je cherche dans les romans, c'est la fiction, et une fiction dans laquelle on peut en effet se reconnaître. Et que ce soit moi, mais surtout que des lectrices ou des lecteurs puissent se reconnaître dans ces personnages de fiction. Et ça, c'est absolument génial dans le roman. C'est-à-dire que vous les avez inventés, ils sortent évidemment de vous, de votre imagination, d'un peu de l'expérience, de rencontres, etc. Et puis, on vous lit et on vous dit, ah, mais c'est tout à fait moi, ça. C'est, voilà, et selon les personnes, c'est un, deux ou trois personnages euh, qui, qui leur ressemblent. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que c'est très rare avec la biographie. Ah oui. Probablement parce que dans les biographies, on raconte plutôt la vie de gens un peu exceptionnels. Et donc, c'est différent. Enfin, c'est quand même un peu rare de tout de suite se retrouver intégralement dans un personnage de biographie. Alors que là, mes, mes, mes personnages, que ce soit Violette, Stella ou Anne, mais aussi les hommes qui les entourent, on peut les croiser n'importe où, finalement. Et surtout, on peut, nous, lecteurs, on peut se voir dans tous les personnages. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'un coup, on peut être Stella, un coup, on peut être Anne, Ouais. on peut être Frédéric, on peut être tous les personnages. C'est ça qui est troublant aussi, parce qu'on se dit, mais elle est super forte, Evelyne Logano, parce que finalement, elle nous met dans tous les personnages. Donc ça aussi, on sent que vous êtes un peu amusé à les façonner, ces personnages. Ils sont intervertibles, hein, c'est dingue. Oui, parce que c'est très, très plaisant de les façonner, justement. Vous comprenez, il y a quand même une liberté fabuleuse. Enfin, je reviens à la biographie. À la biographie, dans la biographie, je suis évidemment contrainte par le réel, par l'histoire, par la manière dont ces personnages ont véritablement vécu. Et la moindre petite erreur me met mal à l'aise. Donc, il faut que je rectifie. Quelquefois, je voudrais bien que une telle ou une telle soit différente, mais non, c'est pas possible. Alors là, je me suis vraiment offert, je dirais, ce plaisir. Et le plaisir, c'est évidemment quand ça sert, quand il y a une sorte d'effet miroir, vous voyez, avec les lectrices et les lecteurs. Donc voilà, ça, c'est le travail, je dirais, euh, c'est assez artisanal finalement, d'une certaine manière. Vous dites façonner, mais quand vous dites façonner, moi, l'image qui me vient, c'est façonner, je ne sais pas, une poterie, Oui, c'est ça. vous voyez? Ah oui. Et ben, c'est un petit peu ça, je dois dire. Dire modeler, en fait. Oui, mais c'est pareil. C'est modelé. Voilà. Et Anne, par exemple, je l'ai introduite après. Parce qu'en fait, j'avais une espèce de ping-pong entre Violette et Stella et ça n'allait pas. Et quand j'ai eu l'idée de la narratrice et du personnage d'Anne, donc la mère, et d'avoir ce, cet cet écart de génération, et évidemment aussi de mentalité, ça a pris forme. Et, et, et en fait, c'est à travers le regard d'Anne aussi que qu'on voit bien sûr les autres personnages. Peut-être que Stella raconterait les choses différemment et Violette aussi, mais c'est comme ça dans la vie.
Oui, tout à fait. Alors, comme on est dans la partie technique, après on ira dans la Oui, fiction. oui. Est-ce qu'on a la même approche dans l'écriture quand on écrit une biographie et le roman? Est-ce qu'il y a des similitudes dans le travail? Dans le travail d'écriture proprement dit, oui, beaucoup, je pense. Même si euh, le but n'est pas exactement le même. Enfin, il me semble que le style, on peut l'identifier, le style de l'écrivain. Alors, je vais pas parler de moi là, mais regardez, si vous lisez une biographie de Stephen Zweig, par exemple, et que vous lisez l'un de ses romans, euh, avec un peu d'attention, vous vous rendez compte que c'est quand même la même écriture. Et là, je dirais que même si le travail est différent, parce que, par exemple, on peut introduire des dialogues. Moi, je me suis toujours interdite d'introduire des dialogues dans une biographie, sauf quand j'avais, par exemple, dans L'âme sœur, on a des dialogues véridiques entre Nathalie et Mala. Là, je peux le reproduire. Mais sinon, moi, une biographie qui invente les dialogues, pour moi, c'est plus vraiment une biographie, c'est déjà un peu de la fiction, vous voyez? Ah oui. Alors là, non, là, c'est génial quand on peut. Donc, c'est la liberté, finalement, pour moi, qui a été formidable. On reconnaît votre écriture parce que dans les descriptions, notamment dans la description, on reconnaît les descriptions que vous avez aussi, la façon de décrire dans mes maisons d'écrivains. Alors pour ceux qui ont la Oui, chance de ne pas l'avoir lu, vous pouvez le lire, il est au livre de poche, disponible, lisez-le. Ces descriptions, on les reconnaît aussi quand vous décrivez des lieux, quand vous décrivez un peu l'Inde ou Rouville, même un appartement, une ambiance, on reconnaît vraiment votre écriture. Et ça, c'est oui. plaisant. Il y a Oui, c'est possible, oui. Moi, je m'en rends pas compte, mais j'aime les maisons, j'aime les jardins, j'aime. Donc, voilà, par exemple, Violette, et j'avais un vrai plaisir à votre parler de maison. son jardin, à parler, à décrire le paysage, à évoquer la façon dont elle meuble sa maison, dont elle fait des travaux, dont elle, même des gestes, des petits gestes tout vraiment quotidiens, comme faire une vaisselle, laver, enfin, laver par terre, préparer un repas. Tout ça, je trouve ça formidable parce que on a ce va-et-vient comme ça avec le réel, mais aussi euh, on finit par soi-même être projeté dans cet univers comme je le faisais pour les maisons d'écrivains, certainement. Au fond, une maison d'écrivain, c'est jamais qu'une maison dans laquelle des gens ont vécu, hein. Oui, mais bon. C'est rien d'autre. Bon. Alors, dans ce livre, il est question d'amitié, une amitié avec une évolution qui, on part des années 70 et on arrive en 2017 à peu près. Euh, Ça représente quoi pour vous l'amitié? Ah, c'est vital. Je suis très attachée à l'amitié, à mes amis. Vous voyez encore ce week-end, j'étais avec des amis d'enfance qui sont arrivés de l'étranger. On s'est connus à l'âge de 9 ans et on était voilà, on était 5 ou 6 ensemble. Et, et donc, je suis très fidèle en amitié, mais je pense, et c'est ce que je voulais montrer aussi, l'amitié, c'est pas un sentiment abstrait. Et dans les amitiés, surtout quand on ne vit plus au même endroit, quand on a des expériences différentes, il peut y avoir des moments, parfois, entre deux amis très proches, des moments un peu moins forts, où on a un petit peu de mal, si vous voulez, à vraiment à retrouver l'autre. Et je voulais aussi montrer ça parce que on n'est pas dans un roman, comment je pourrais dire, il faut aussi montrer des choses quelquefois qui sont pas forcément parfaites. Vous voyez, une amitié parfaite, Ça ça n'existe pas, n'existe je peut-être pense. pas plus qu'un amour parfait. Donc il y a des moments moins bien, mais quand les choses importantes sont en jeu, je pense que pour vraiment des vrais amis, on est là. C'est-à-dire que pour moi, un ami, c'est ça aussi. J'ai certains amis dont je sais et dont j'ai
pu faire l'expérience aussi. J'ai fait cette expérience quand il y a eu des difficultés, quand je traversais des difficultés ou des proches, ils étaient là. Et pour moi, c'est ça aussi l'amitié, et c'est un peu ce que je pense que ce que je montre. Mais c'est vraiment fondamental. Je plains vraiment les personnes qui n'ont pas cette richesse autour d'eux. Je les plains, puis en même temps, je pense que c'est pas, je dirais quelque chose qui n'est pas très politiquement correct, mais quelquefois, ceux qui disent «Ah, mais non, j'ai pas d'amis», etc., ils sont un peu responsables aussi de ça. Vous voyez? Je veux Oui. dire, ils vous tombent pas du ciel, les amis. Donc, voilà, oui, c'est très important. Et ça me faisait, ça m'a fait un bien formidable de parler de ça, de ces moments de joie. Et aussi, quand on est jeune, quand on a, je sais pas, 14 ans, 13 ans, je sais pas, on écoute des disques ensemble. Enfin, maintenant, ce ne sont plus des disques, mais bon, à l'époque, c'était sur des disques, après, c'était des CD, maintenant, c'est autre chose. Mais on écoute de la musique, on rigole, voilà, il y a tout ça. Après, ça peut évidemment un peu continuer, mais les traversées de l'amitié, évidemment, elles évoluent avec l'âge aussi. Et puis, Anne fait aussi l'expérience bah, de la perte, parce que quand on avance en âge, évidemment, on perd des amis, mais on les perd parce qu'ils meurent, enfin, voilà. Donc ça aussi, c'était pour moi, ça fait partie de l'expérience de l'amitié. C'est que c'est pas un sentiment abstrait, c'est incarné toujours l'amitié. Et je trouvais que c'est, au fond, l'amitié entre femmes, Oui, j'allais y on ne le venir. pas Vous si parlez souvent. des marqueurs féminins de l'amitié, mais est-ce que ce livre aurait pu être écrit au masculin aussi? Parce que j'imagine que Il aurait l'humour. été différent. Vous pensez? Vous pensez que l'amitié entre deux hommes est moins forte qu'entre deux femmes? Non, pas moins forte, pas du tout moins forte, mais elle s'exprime autrement. Je pense qu'elle s'exprime différemment. Alors, bon, évidemment, tout dépend des personnes, mais ça passe beaucoup chez les femmes par le langage, par les confidences, par tout ce qu'on échange, vous voyez, verbalement par tout cela. Chez les hommes, c'est quelquefois un petit peu plus difficile de se confier à un autre homme, que ça existe, ils peuvent le faire, mais il y a une sorte de, souvent, un peu de pudeur, de difficulté, et donc ça va passer par d'autres choses. Quelquefois des discussions plus générales, plus politiques, par aller, je ne sais pas, faire du vélo, jouer au foot, des choses peut-être qui sont davantage dans l'action, vous voyez. Donc, j'ai un peu cette impression. Alors, Stella et Violette se connaissent depuis l'enfance. Elles vont se dire des choses. Il y a un passage qui est très intéressant. Je ne vais pas dévoiler quoi, mais à un moment donné, il y en a une qui dit une vérité à l'autre, hein. Même si elles sont amies, elles se sont un Oui, peu éloignées, puisque comme vous le disiez, quand on n'habite pas la même ville, quand on a des métiers différents, parfois on s'éloigne. Et il y en a une qui va dire des choses. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait. C'est comme une histoire d'amour, une histoire d'amitié. C'est-à-dire que vous évoquez aussi, est-ce qu'on peut avoir une fin d'amitié comme une fin d'une histoire d'amour? Ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le raisonnement parce que vous faites un parallèle et aussi avec la liberté. Est-ce qu'on est libre d'être amis comme la liberté qu'on a dans l'amour? Ça, c'est le cœur, j'ai envie de dire, de votre roman. oui, oui, et il peut y avoir de la jalousie dans l'amitié. Moi, je pense qu'on a tous et toutes, quelquefois connu ça. C'est plus difficile de se l'avouer parfois, hein, mais ça peut exister. Il peut y avoir de la rivalité, ça peut exister aussi. Et puis, dans le cas de Violette et Stella, euh, Violette décide euh, alors qu'elle fait des études brillantes, elle rencontre Frédéric, elle rencontre un homme et elle décide à ce moment-là d'arrêter ses études. Et donc, elle fait du droit, elle a commencé un master, elle s'arrête parce qu'elle décide à ce moment-là qu'elle veut se marier, avoir des enfants. Et c'est incompréhensible pour son ami. Et ça, je pense que aussi,
sont des choses qui existent. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend plus l'autre, on ne comprend pas ses choix. Et c'est très difficile. Enfin, moi, j'étais assez Stella de ce côté-là quand j'étais jeune. Oui. C'est-à-dire pas forcément, pas très indulgente, si vous voulez. Et en disant, mais c'est ridicule, pourquoi une telle fait ça, pourquoi il fait ça. Bon. Et ensuite, bah, la vie vous conduit à accepter l'autre tel qu'il est, ou alors, voilà, ou alors c'est fini. Et réciproquement, Violette, qui est plus réservée, qui est plus douce, eh bien, elle peut aussi s'exprimer, je dirais qu'elle s'exprime avec force quand elle a quelque chose à dire à son ami. Et ça, il faut savoir aussi accepter que les autres nous disent parfois nos vérités. C'est pas très agréable, mais voilà, ça peut arriver. Alors, il y a la parole, il y a l'écoute, puisqu'il y a aussi un passage où Oui. il y a un passage avec un autostoppeur. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile? Alors, je pense que le message que vous avez voulu faire passer aussi, c'est que c'est plus facile de se confier à un inconnu que plutôt à ses amis, puisqu'à ce moment-là, Violette va se libérer, entre guillemets, va prendre conscience de certaines choses. C'était important aussi de mettre en fil rouge la parole, l'écoute, tout ça. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être justement des gens un peu réservés, euh, qui vont plus facilement se livrer, curieusement, à des personnes. Elle sait qu'elle ne le reverra pas, ce garçon. Enfin, à moins qu'elle l'ait revu, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle... Vous nous cachez On des peut choses, dire. Evelyne, vous nous cachez des Oui, choses. je cache des choses. Non, non, mais c'est possible. Mais en tout cas, au moment où elle le rencontre, elle ne pense pas le revoir. Et lui, il lui ouvre finalement la voie pour s'avouer et dire aussi certaines choses. Donc, oui, je crois que ça, il y a l'écoute. Or, Violette, c'est plutôt quelqu'un qui écoute. Hmm. Elle écoute davantage qu'elle ne parle. Et Là, contrairement c'est à l'inverse. Stella. C'est Ouais. l'inverse, ouais. Ouais, c'est l'inverse. Et donc, il y a un moment où, voilà, il faut que les deux s'équilibrent. Et alors, tout au fil du roman, vous nous faites un balayage, mais vraiment très intéressant, de l'actualité, de la culture générale. Il y a des événements que moi j'avais oubliés. Alors, vous nous mettez ça en filigrane. Et puis surtout, je voudrais qu'on parle de Anne, parce que moi, c'est un personnage que j'ai adoré dans votre roman. Anne, donc, c'est la mère de Stella. Elle est partie très jeune en Inde. Elle est prof de yoga. J'ai envie de dire que c'est un électron libre, un peu. Elle fait ce qu'elle veut, quand Oui, elle veut. Mais elle est aussi très à l'écoute, hein, parce qu'elle est à l'écoute, même si sa fille ne le pense pas, elle est à l'écoute de Stella et de Violette, parce que finalement, les rôles vont s'inverser quelque part. On se dit la fille oui. de qui, de quoi. C'était important que ça soit la mère de Stella qui soit la narratrice. Ça aurait pas pu être une des deux filles et quand même avoir Anne en Comme personnage. personnage. C'est un Je, médiateur? je trouvais que je sais pas, ça m'a paru, non, ça s'est imposé. Je ne peux pas vous dire, je vous dis, je l'ai introduite après, et puis tout d'un coup, le roman a pris forme, et je voulais aussi, bon, ouais, on va dire en gros, elle a eu 20 ans aux alentours de 68, de mai 68, elle est féministe, elle a participé aux luttes féministes de l'époque. Ça, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve que c'est Je vais y venir. souvent caricatural, enfin caricaturé plutôt, la manière dont c'est montré. Et donc, elle a gardé, c'est vrai, cette liberté. Et au fond, c'est parce qu'elle est libre, en tout cas dans une grande mesure, qu'elle peut être à l'écoute. Si vous êtes trop préoccupé par vous-même, par ce que vous devez faire, par vos problèmes, etc., c'est difficile d'écouter les autres. Donc, il faut déjà avoir résolu certaines choses, je pense, dans sa vie pour être véritablement à l'écoute des autres. Et donc, ça me paraissait plus riche que ce soit elle qui soit la narratrice, tout en montrant des pans de sa vie et ce contexte, ces différents contextes
historique, enfin, ou politique. Parce que, bon, là, c'est aussi peut-être l'influence de la biographie, parce que moi, j'ai toujours, dans les biographies, j'adore indiquer le contexte. Enfin, il y a un côté historienne, qui n'est pas ma formation, mais qui est devenue par la force des choses, si je puis dire, un peu ma sensibilité. Et là, euh, dans notre vie de tous les jours, même si nous n'avons pas un rôle actif, vous voyez, si on n'est pas, j'en sais rien, dans un mouvement politique, si on n'est pas vraiment un acteur de la vie politique ou de la vie publique, on est tous, malgré tout, des sortes de figurants. Et, euh, et donc, on s'y intéresse, on écoute, on regarde, de plus en plus même. Et, hum, il me semble que les conversations, souvent, elles sont liées. Regardez, en ce moment, je pense que les gens, même voilà, entre amis enfin, où que ce soit, vont parler peut-être de l'Ukraine, peut-être d'Israël et de Gaza, bon, de différentes choses, ou de choses beaucoup plus secondaires, hein. Bon, euh, en plus, une grande partie se passe en 2007, donc c'était un moment présidentiel. La deuxième partie, oui, parce qu'il y a deux parties, j'ai oublié de le dire. La deuxième Oui, partie, 2007. Voilà, c'est le oui, rôle. voilà. Il y a une partie où on va de 70 à environ 2007. Puis en 2007, en fait, l'action se pose aussi beaucoup en 2007. Et donc, dans tout au long, je raconte ça. Et moi aussi, enfin, en cherchant un peu ce qui s'était passé dans les années 80, 90, enfin, je- j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais oubliées finalement. Et quelquefois sur le mode un peu mineur, hein. Euh, Agréable parce que nous aussi, on se voilà. dit, mais qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là? Parce que comme vous nous mettez des Ben repères oui, politiques oui, ou géopolitiques, on se dit, mais qu'est-ce qu'on faisait oui, bon, le 11 septembre, forcément, tout le monde s'en souvient, mais il y a d'autres dates, effectivement. Mais moi, pour en revenir à Anne, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle me donne des clés sur Stella et sur Violette, mais je trouve que toutes ces interventions sont comme des respirations, parce qu'elle est un peu sans filtre, notre amie Anne. oui. Moi, je voulais savoir pourquoi vous lui avez donné la profession de prof de yoga. Est-ce que c'est par rapport au corps? Le fait que c'est la tête qui parle et non, c'est le corps qui s'exprime et la parole est un peu muette, c'est pour ça? Ben, je trouvais, bon, d'abord, j'ai fait beaucoup de yoga. Et donc, j'ai eu pas, euh, pas beaucoup de professeurs, parce que là aussi, j'ai plutôt une personne fidèle. Donc, j'ai eu 3 professeurs successifs qui, au gré voilà, de leur propre vie et de la mienne. Et j'ai toujours trouvé que c'était, je ne généralise pas, hein, mais dans ceux que j'ai connus, il y avait un homme et 2 femmes, des personnes intéressantes qui avaient une sorte de, quand même qui ont su acquérir une forme de distance, vous voyez. Voilà. Et alors évidemment, il y a le corps et cette maîtrise du corps. Et ma dernière professeure de yoga avait 80, 80 ans. Elle est toujours, c'est plus mon prof parce que on a arrêté le travail ensemble, mais elle a vraiment, elle avait ce corps qui était construit, si vous voulez, par le yoga. Et enfin, là encore, façonné, modelé. Donc j'avais cette expérience et je trouvais que ça convenait bien aussi à cette femme, parce que c'est un métier que vous pouvez pratiquer finalement de manière assez libre. Vous pouvez être dans une institution, mais vous pouvez aussi être à votre compte, voyager, etc. Donc voilà, je trouvais que professeur de yoga, ça Ça lui lui va allait bien. bien. Ça lui va Oui, bien. ça lui va bien. Bon, ça lui va, je sais pas, après, elle aurait pu faire autre chose, hein, s'il y a une forme d'arbitraire. Mais non, là, je tenais à ça, et puis de montrer un petit peu son travail. Bon, c'est fugitif, mais là aussi, c'est dans le concret.
euh, voilà, les postures, ses élèves, le rapport qu'elle entretient, comment elle construit une séance. Bon, tout ça, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et qui était différent aussi du travail de Stella, qui est consultante en Très stratégie rigide, rigide. d'entreprise. Voilà, et puis un métier avec une forte pression, donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. On est dans une entreprise, il faut que ça marche, hein. Up or out, hein, il faut que voilà, vous montez ou vous sortez, vous prenez la porte. Donc, tout ça, c'est ça. J'essayais de faire en sorte que ça colle, que ça coïncide avec chacun des personnages. Vous les épargnez pas, vos personnages. Parce qu'il y a des moments où Stella, on a envie de lui dire, mais lâche prise, arrête, t'es trop du. On comprend Violette et on se dit. Alors, et après, ça s'inverse. Après, on se dit, ah ben non, finalement. Donc, ça aussi, c'est intéressant de pas épargner ces personnages et de leur donner. Parce que, pareil, il y a un Ah bah dialogue. oui, Violette et qui est un peu violent, hein, parce qu'il y en a une qui lui dit, mais sois nul, oui. pour toi dans ta vie, sois nul. Bon, là, je caricature, mais c'est presque ça que vous avez écrit. Si, Sois c'est ça, nul, c'est ça. sauve-toi, en fait. Et on est obligé d'aller dans la violence verbale pour qu'il y en ait une qui comprenne, quoi. Oui, Son cœur. Donc, oui. moi, Mais j'ai. non, je les épargne pas. Je ne les épargne pas parce que sinon, on tombe dans un roman un peu à l'eau de rose. Alors, on peut en Alors avoir là, on n'est pas envie, du hein, tout. je sais. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est pas non plus, je veux dire, euh, ouais, Non, mais il y a c'est des pas réflexions, parce que cruel, il y a des réflexions sur mais, la mais, famille. Sur oui, la famille, c'est important parce que Stella, elle s'aperçoit que finalement, la famille, c'est pas un truc qui est figé, il peut y avoir des intérêts, c'est pas, tout n'est pas écrit. Voilà, on se marie à tel âge, comme a fait Tourette un peu. C'est-à-dire qu'elle a arrêté, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle est rentrée dans les cases. Je caricature là oui, aussi. Et c'est oui, vrai que non, mais c'est vrai, cette c'est question vrai, de famille est très intéressante. C'est là, elle découvre qu'en fait, finalement, la famille, ça a un autre intérêt que d'être juste un cadre. Et ça oui, arrive à la fin. Et on se dit, ah, enfin, elle lâche prise, enfin, elle se libère. Et ça, oui. Oui, parce qu'elle a été mariée, ouais. Ah oui, elle a divorcé, et puis après, elle a cette espèce de quête, elle trouve pas, au fond, et ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Elle a du mal à trouver un homme qui lui convienne, finalement. c'est-à-dire qu'elle elle a été blessée, et puis en même temps, elle recherche la perfection. Chose que Oui, Violette, elle a trouvé d'un coup le premier, ça a été le bon, et ça, elle ne le comprend pas. Quelque part, elle se dit, oui. ça aussi, je me dis, on est Oui, parce que en oui, réalité. je pense que euh, Vincent, le premier mari, enfin le mari de Stella, aurait pu très bien convenir. Au fond, c'est un genre de Frédéric, si je puis dire. C'est un peu, c'est un ami d'ailleurs. Il est un peu sur le même modèle, mais elle s'ennuie au bout d'un moment. Ça colle plus, ça va plus. Mais parce qu'il y a un côté c'est un peu une insatisfaite aussi, Stella, en tout cas pendant une partie de sa vie. Et elle est perfectionniste, mais ça va avec une insatisfaction parce qu'elle cherche aussi un peu la perle rare, hein. Mais le lâcher-prise, il arrive chez tous les personnages, en fait, à la fin. Oui, Violette s'ouvre à son mari, et elle qui ne parlait pas, qu'il fallait surtout rien dire, finalement, elle s'aperçoit qu'il faut. Stella déstresse un peu en rencontrant un cuisinier. Et puis Anne, finalement, son musicien, puisqu'il y a une question de musique aussi dans votre roman. oui, 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 Ça aussi, c'est un fil rouge. Mais Anne, elle est à part. Je trouve qu'elle survole ce roman, mais ouais. c'est la sagesse et l'enfer un peu, parce qu'elle est là pour réguler un peu ce qui se passe, en disant, toi, attention, tu fais pas attention Oui, à ton vie, tu ne l'écoutes pas assez. oui, mais souriante quand même, C'est ça. hein. C'est pas une mère fouettard non plus. Ah non, Elle- ah non, 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 ça peut pas aller avec son personnage de 68 ans, là, Non, non, Elle est non, elle est cool, voilà, elle est plutôt cool. Mais la musique, oui, elle est très présente. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des chansons, par exemple. Parce que ça, c'est comme, vous savez, les petits faits politiques, l'actualité, etc. Je trouve que dans nos vies, ça nous accompagne. Et d'ailleurs, il suffit qu'on réentende une chanson euh, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, vous voyez, et qu'on aimait, je sais pas, à 15 ans ou à 20 ans, pour que tout un monde reconstitue et qu'on se retrouve exactement dans cet univers. Ça a une puissance d'évocation, la musique, très forte. Et même donc la musique, moi j'aime beaucoup
j'aime les chansons, voilà, j'aime le jazz. Donc, j'emmène Anne au, au Tiens, festival de jazz de moi, Marciac, ouais. de Marciac. Et parce que, bon, c'est un endroit génial. Et j'avais vraiment envie de montrer aussi ça, parce que une fois encore, ce sont aussi des marqueurs. La musique peut, elle a un intérêt en elle-même, mais elle a aussi cet intérêt de nous évoquer des choses. Et quand je parle, par exemple, pour revenir à Anne, de ce qu'elle écoute avec son amie Mathilde. Euh, c'est Anne Sylvestre, Véronique Sanson, Pauline Julien. Alors là, vous dit rien, mais parce que Non. c'est pas votre génération. Mais écoutez, Véronique Sanson en plus, mais non, mais j'ai ouais, non, 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 parce que c'est une Canadienne québécoise, Pauline Julien, qui était géniale. Et donc ça, c'est tout un monde, Pauline Julien. Euh, voilà, donc je voulais vous montrer ça aussi. Et voilà, et des choses qu'on a tous écoutées. quand je lis l'intervention de la musique m'a fait penser au film d'Alain Resnais qui utilisait la musique, qui utilise dans ses films. Oui, Et chez vous, c'est pareil. Il y a des focus, on a l'impression que c'est comme si c'était un interlude, c'est des interludes musicaux. Et oui. vraiment, ça apporte beaucoup au récit. Parce que même quand elle est en Inde, même si vous parlez pas de la musique de l'Inde, nous, lecteurs, dans la tête, on a la musique Oui. indienne, hein. Oui, à un moment quand même, il y a une soirée où ils écoutent, voilà. Oui, oui. Non, non, mais et pareil pour le jazz, pour le piano. Bon, moi, je suis très, très sensible à ça. Donc, il y avait évidemment dans la biographie de Nathalie Baur-Lachner, il y avait la musique de Gustave Mahler. Bon, c'est autre chose. Là, j'avais envie de placer des choses peut-être qui paraissent plus légères, mais qui ont, je trouve, une place dans nos vies, finalement, comme la nourriture. Par exemple aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de repas, il y a des femmes qui mangent. Alors, j'ai lu après, c'est amusant parce que je m'en étais pas, je ne le savais pas, mais j'ai lu qu'en fait, souvent dans les romans de femmes, il y a très peu de nourriture et très peu, les femmes ne, Ouais. on les voit pas manger, si vous voulez. Voilà. Et bah, ça fait partie des plaisirs de la vie et de l'amitié aussi, hein, En de préparant partager un l'enregistrement, repas. j'ai vu que vous aviez écrit un livre sur l'histoire des légumes. Oui, 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 j'ai fait des séries de conférences sur les légumes. Et c'était très amusant parce que, enfin, c'était un peu terrifiant, mais c'était dans le cadre de l'université populaire. Et donc, on invitait des très grands chefs qui venaient et qui cuisinaient les légumes. Et moi, je devais présenter le légume. Et donc, devant plusieurs centaines de personnes, je vous assure que quand vous avez parlé de la tomate devant 800 ou 900 personnes, vous êtes prêt à faire vraiment à peu près tout. Oui, Parce que c'était j'imagine bien. vraiment terrible, parce que au départ, je n'y connaissais rien. Enfin, je veux dire, je connaissais parce que je savais m'en servir, mais je ne savais pas l'histoire des légumes. Donc oui, c'est un livre que j'ai fait avec des recettes dedans, et tout ça, J'irai ça voir me parce que plaît là, il beaucoup. m'intéresse. J'irai voir, j'ai vu qu'il était disponible au livre de poche. Je remettrai Oui, il est en poche. Tous mes livres, en fait, sont au livre le de couple de poche. poche. Et il y a un livre sur les jardins aussi. Donc, vous voyez, on n'est pas Là, je très l'ai très éloigné de Violette, ah ouais. hein, sur les jardins. C'est vrai qu'on en revient au féminisme, parce que ça c'est important, c'est Oui. le fil rouge dans votre roman. Vous avez écrit qu'en fait, avant, le féminisme était collectif et qu'après, à partir des années 2000, il devient, c'est chacun pour soi en fait. C'est Dans- de nouveau en train de changer. C'est un beau change là. Et là, c'est de nouveau. Non, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas un féminisme, il n'y a pas le féminisme, il y a des féminismes. Et Des- selon les périodes, selon les époques, le féminisme, en gros, il naît, on va dire, sous sa forme moderne au XIXe siècle, hein, voilà. Et le féminisme des années 70,
c'est pas exactement le même que. Alors, il y a un moment où dans les années 90, il y a une espèce de régression et on considère, c'est l'époque où on dit, je ne suis pas féministe, mais. Il fallait toujours commencer la phrase par je ne suis pas féministe, mais je trouve quand même que, etc. Alors, et c'est MeToo qui a tout changé là. C'est évident. Et donc des générations nouvelles qui se sont emparées différemment, je dirais, des questions, parce qu'il y avait des choses que ma génération avait réglées pour l'instant, hein. Mais c'est parce que la question en France, la question de l'avortement, de la contraception, etc., ces questions-là, finalement, on peut considérer qu'elles sont à peu près, en tout cas, acquises, euh, que voilà, il y a d'autres sujets qui sont aussi apparus. Et moi, je trouve ça très bien, même si je ne partage pas forcément la forme toujours, mais je pense que le féminisme, tant que euh, tant qu'il y aura une certaine inégalité, bah, il aura une raison d'être. Ce que je reprocherais un petit peu, c'est peut-être à certaines féministes, c'est de ne pas aller regarder ce qui se passe dans des pays comme l'Afghanistan, comme l'Iran, ou pas suffisamment. Et voilà, donc ça, je trouve que la chose vraiment grave aujourd'hui, c'est ça, c'est aussi la question de l'avortement aux États-Unis, hein, il y a des régressions. Donc c'est jamais quelque chose de continu, vous voyez. Mais voilà, moi, je dirais comme Anne, une féministe zen. Voilà. J'y tiens quand même. J'y tiens quand même. Alors, il y a des questions qui sont arrivées pour vous, ma chère Evelyne. Ouais. La première, c'est Claude, c'est une fidèle de nos rencontres, qui confirme ce que j'ai dit sur l'identification des personnages. Mais elle voudrait savoir comment vous avez choisi les prénoms des trois personnages. Alors, pour Stella, c'est venu comme ça. Je connais pas de Stella. Enfin, il y en a, mais moi, je ne connais pas. Ça lui va bien, en tout Euh, cas. Comment? Oui, ça Ça lui lui va va bien. bien. Bah, c'est l'étoile. Enfin, voilà, elle brille. Et donc ça s'est imposé. Violette, je voulais un prénom qui évoque tout de même la nature, Et vous savez, on dit que la violette, ça incarne la timidité, enfin une certaine timidité, la réserve. Bon, je trouvais que ça lui allait bien. Donc ça, je l'ai un petit peu cherché. Et Anne, c'est très, très, je ne sais pas, j'aime énormément ce prénom. Et j'avais déjà dans un autre roman un personnage qui s'appelait Anne. Alors, c'est amusant parce que j'ai une amie qui a fait le lien, alors vraiment auquel je n'avais pas du tout pensé, avec la narratrice du roman de Simone de Beauvoir qui s'appelle Les Mandarins, qui est ce roman de Simone de Beauvoir qui a eu le prix Goncourt en son temps. Et la narratrice s'appelle Anne. Et moi, je n'y avais pas pensé, mais il paraît qu'elle a il faudrait vraiment que je relise le roman, des points communs avec ma Anne. C'est pas très joli, ma Anne. Et c'est un prénom qui est pas facile quand on écrit, parce que s'il y a une voyelle avant, ça passe pas bien. Vous voyez, c'est pas si facile. Mais voilà, je n'ai pas hésité pour Anne. Euh, c'est une projection, je ne sais pas d'où elle vient, mais je n'avais pas du tout d'hésitation là-dessus. Donc ça, c'était pour les femmes et les hommes, ça s'est placé un peu tout seul. J'ai essayé, dans la mesure du possible, que ce ne soit pas des prénoms de personnes que je connais. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Vous avez raison, vous avez Oui, raison. parce que quelquefois, oui. Et pourquoi tu m'as mis dans ton roman et pourquoi... Oui, voilà. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai vu vraiment des disputes hein, chez certains là-dessus. Donc, ça, c'était une des choses qui faisait Anne. Alors, bon, oui, si, je connais quand même des Anne, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est quand même plus commun. Alors, voilà une bonne question. C'est Émilie qui vous la pose. Comment définiriez-vous la liberté dans une amitié authentique et où tracez-vous la ligne entre la liberté individuelle et les responsabilités envers vos amis?
Ah oui, mais ça, c'est compliqué. Oui. Euh, je pense que euh, il faut arriver juste, je ne sais pas, cette limite, je dirais qu'elle n'est pas, elle n'est pas fixe, ça va dépendre des situations. C'est pas pour me sortir de la question, parce que c'est une question intéressante, mais je pense que je la mettrais simplement, je la mettrais à l'endroit où on serait forcé de faire quelque chose euh, pour un ami qui irait contre vos principes et votre désir profond. Ça, je pense que là, c'est peut-être la liberté individuelle qui prime. Alors, évidemment, s'il s'agit de leur sauver la vie, et pas de problème. Mais parfois, vous savez, des amis vont vous demander euh, d'être garant, d'être une caution finalement pour des choses que vous n'avez pas envie de faire et qui vous déplaisent. Moi, j'ai tendance à ce moment-là à mettre ma liberté individuelle euh, à cet endroit-là. J'ai bien répondu. Alors, Laure, elle a lu votre roman. Moi, je peux le dire, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elle voudrait que vous lui expliquiez ce que c'est qu'un coup de foudre à l'envers. Alors, alors, attendez que je me rappelle en plus, c'est affreux, je me rappelle plus où je parle de coup de foudre à l'envers. C'est quelqu'un je sais plus où je dis ça, où je Dans le parle de... roman, c'est Violette. Non, c'est pas Violette, c'est Stella quand elle parle. Moi, je l'avais noté aussi l'histoire du coup de Le coup foudre de à foudre à l'envers. l'envers. Comme j'avais noté euh, la tête de veau. La tête de veau, ça m'a marqué aussi. la tête de- Alors ça c'est un souvenir authentique d'un grand chef dans un restaurant qui était qui j'avais demandé si je l'invitais à dîner, qu'est-ce qu'on peut faire un chef étoilé si vous l'invitez chez vous? Vous voyez, et il m'avait dit, oh, il y a une chose que j'adore, c'est la tête de veau. Ça m'avait fait beaucoup rire. Et ce qui m'a encore fait plus rire, c'est qu'après, il a mis l'accent sur les légumes. Et il ne faisait quasiment plus de viande dans dans son restaurant. Je me disais, bah, Ah ben c'est Alain Passard. Vous parlez d'Alain Passard. exactement, bravo. Et Alain Bassard, bravo, qui m'avait dit que son plat préféré était la tête de veau. Et donc, ça m'a beaucoup amusé quand il est... Et c'est vrai que lui, il n'en sert pas dans son restaurant. Voilà. Alors, Et, le coup de foudre à l'envers, je suis vraiment... Je suis embêtée, je ne me rappelle pas du tout. Il faut demander à Émilie où c'était. Euh, c'est Laure, c'est Laure. c'est quand on déteste quelqu'un du premier abord, je suppose. Mais je ne me rappelle pas où c'est dans le roman. Oh, c'est au milieu, là, quand elles ont la discussion. Non, c'est peut-être quand elles ont la discussion, là, qu'elles vont se balader, justement, elles se retrouvent. Et il me semble que c'est Violette qui parle de coup de foudre à l'envers de mémoire. Moi aussi, là, j'ai un trou. Bon. J'ai oublié. Alors là, vraiment, je vais chercher. Désolée, Émilie. Alors, Marc, lui, il vous a lu aussi, il dit qu'il y a un passage où vous parlez de l'écriture, où Ouais. justement, vous dites que, je crois que c'est Violette, là, pour le coup, qui dit ça. Comment et pourquoi écrit-on? Comment on naissent les personnages? Combien de temps on met pour écrire le livre? Lui, il voudrait savoir combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre et pourquoi écrivez-vous? Alors oui, et alors ça, là, je sais où c'est placé dans le livre. C'est quand elle va assister à des rencontres dans les librairies, dans une librairie à Tours. Et donc, les questions qui sont un petit peu posées dans les rencontres. Alors, donc, lui il veut savoir, Combien de temps vous avez mis pour écrire ce roman? ça a été en plus, enfin, dans la dernière, je dirais, le dernier flux, ça a été environ un an et demi. Donc, il y avait des petites choses qui étaient déjà là. Il y avait une scène que j'avais écrite. Voilà, c'est-à-dire quand même moins longtemps que pour une biographie qui prend plusieurs années. Donc environ un an et demi, mais je vous dis, ça n'a pas été vraiment continu, hein. Voilà, il y avait, par exemple, la première scène du roman, je l'ai écrite
3 ans, peut-être 3, 4 ans. Et, et elle est venue comme ça, et ensuite, elle a été réintégrée dans le livre. Et donc, sa deuxième question, c'était pourquoi écrivez-vous, Evelyne Moi, j'ai Bogdanov? toujours écrit. Alors, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas. J'ai toujours écrit depuis que pratiquement que je sais écrire. Alors, je n'inventais pas forcément des histoires, mais par exemple, quand le premier livre de la comtesse de Ségur que j'ai lu, donc je sais pas, j'avais quoi, 7 ans peut-être, c'était Les petites filles modèles. Et comme je ne savais, je pensais que les livres n'existaient qu'en un exemplaire, c'est-à-dire le mien, celui que j'avais, je ne savais pas qu'il y en avait plein. Donc je m'étais dit, mais c'est terrible si je perds le livre. Donc j'ai commencé à recopier, vous voyez. Donc ça passait vraiment par l'écriture. Et assez tôt, j'ai commencé à tenir mon journal vers 12 ans, à 12 ans. Et puis, j'écrivais des petits textes sur des gens qui habitaient dans l'immeuble. Vous voyez, des petits portraits comme ça. Donc, après des nouvelles, ensuite des romans. Donc, voilà, ça fait partie, même si je ne publiais pas. Et pour tout vous dire, quand j'ai écrit au départ, quand j'ai commencé ce roman, je me suis dit, bon, je l'écris, après donc l'âme sœur. Peut-être que je ne le publierai pas, mais au moins je l'écris pour moi. Et donc, je pourrais très bien écrire et ne pas publier. C'est vraiment deux choses différentes, Et je trouve. Et d'ailleurs, c'est un deuxième travail de publier, surtout qu'est-ce maintenant. qui vous a poussé à le faire lire à un éditeur, à votre éditeur? Euh, j'ai un peu hésité, puis je lui ai demandé ce qu'il pensait du fait que je publie un roman. Alors, j'ai le même éditeur Ah oui, depuis oui, c'est oui. Emmanuel Carcassonne depuis 30 ans, enfin, à peu près. Et donc, m'a dit, oh oui, vous croyez, mais pourquoi pas? Et je lui ai montré. Et puis, je lui ai dit, je crois que là, il faut que je travaille avec une femme, avec une éditrice. Et donc, il m'a recommandé, voilà, Émilie Poitreau, qui est chez Stock. Et lui, il a continué à faire des lectures parallèlement. Donc, et quand même, je trouvais dommage, finalement, je trouvais pas ça si mal. Je l'ai fait lire les débuts à une amie, à ma fille aussi. J'ai une fille qui lit depuis très longtemps les débuts comme ça, de ce que j'écris. Et bon, je me suis lancée et maintenant je suis très contente en fait de l'avoir fait. Nous aussi. Mais ouais, c'est gentil. C'est gentil, hein, ouais, c'est le principal. J'espère que, voilà, c'est pas si facile hein, en ce moment. Plus de pression d'écrire un roman qu'une biographie, au final. Plus de pression? Ouais. C'est plus confort une biographie parce qu'on a des. Oui, enfin, oui et non. Je dirais que dans l'écriture, c'est quand même, je- on a quand même cette liberté dans le roman qui fait que franchement, c'est une grande respiration. Euh, mais bon, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est après, d'avoir des lecteurs. Parce que quand vous écrivez une biographie, vous êtes seul à écrire cette biographie. Donc, au fond, par exemple, au début, quand les gens ne vous connaissent pas, quand j'ai écrit Madame Zola, Madame Proust, les gens n'achetaient pas Evelyne Bloch-Dano, ils achetaient Madame Zola ou Madame Proust, vous voyez? Ouais. Mais le roman, il y en a des milliers. Enfin, l'épreuve enfin, aller dans une librairie, c'est cauchemardesque quand vous écrivez un roman. C'est horrible, quoi. Donc, ça, je trouve ça vraiment très difficile. Je trouve l'écriture, enfin, j'ai aimé l'écriture. Je trouve que le travail après est quand même plus difficile. Puis en revanche, c'est beaucoup plus amusant et plus intéressant d'écouter les retours des lecteurs. Ah oui, oui, mais sur une biographie, comme vous racontez la vie d'un personnage, on peut pas aller.
Ouais. chipoter, quoi. C'est comme ça, c'est un fait réel, vous le Oui, décrivez. oui. Après, sur un Là, roman, vous pouvez toujours aller vous chercher la petite bête sur votre personnage et vous oui, complétez puis se ça. projeter, puis la manière de les voir. Par exemple, vous avez trouvé les hommes intéressants, donc moi, ça me fait plaisir, parce que je trouve qu'ils sont intéressants, qu'ils ont chacun leur personnalité. Ils ont un Euh, beau rôle, je veux dire. Ils sont pas des méchants, ils sont pas, non, ils sont pas pas méchants. gentils. Voilà, on s'attend Non, qu'ils soient vraiment, mais non, 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 ils sont, je non, dirais, alors, pour les je suis d'accord qu'on n'est pas là, c'est pas MeToo, hein. Ils sont pas, ils violent personne, il n'y a pas de harcèlement, c'est pas, bon, et c'est pas non plus trop, enfin, je pense pas que ce soit trop nunuche, vous voyez, Ah non, c'est pas, non, 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 non. Ils ont non, un rôle assez. ces hommes, comme beaucoup, ils travaillent. Il y en a un qui travaille sur une plateforme pétrolière. Il y en a un qui est oui, cuisinier, chef, qui a un petit restaurant, enfin, qui a un restaurant. Enfin, voilà, c'est des métiers comme ça. Donc, il y a un consultant, il y a différents. Donc, j'aurais pu prendre un garagiste. Enfin, bon, c'était ça aussi, je trouve ça intéressant à faire. Evelyne, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture? Vous qui lisez beaucoup, parce que vous faites partie du prix féminin, vous Oui, lisez oui, beaucoup. prix féminin, je lis beaucoup, mais Euh, là, je commence à recevoir les livres de la rentrée. un livre que vous avez lu ou qui vous a marqué, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil? Oui, alors j'ai un livre, mais qui n'est pas récent. Pas grave, moi je le Alors, prends. vous m'autorisez à le prendre? Et si vous Non. voulez, allez-y, ne tombez pas. Non, il n'est pas loin. Euh, non, c'est pas du tout ça. Je suis désolée, je ne vais pas retrouver. Bon, alors, c'est le livre, et je suis décidément, C'est pas grave c'est si vous le l'avez. livre de Virginie Linhart. Hmm. Virginie. Marion, celui qui vient de sortir là? Non, c'est celui qui s'appelle L'effet maternel, Ah oui. Hmm. sur les rapports avec sa mère. Alors, je l'ai lu très récemment parce que je l'ai rencontré au salon du livre de hier. Et on a parlé, je ne la connaissais pas du tout, et j'ai acheté son livre. C'est aussi le plaisir des salons pour nous, c'est de rencontrer. Et j'ai trouvé ce texte, alors là, c'est un texte qui est beaucoup plus dur que moi, enfin, sur ses rapports avec sa propre mère, donc extrêmement dur, mais très, très fort dans la façon d'analyser ce que peut être un rapport mère-fille. Alors, c'est pas typiquement le genre de livre à offrir pour la fête des mères, mais c'est un roman, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, vraiment beaucoup aimé. Je remettrai la Euh, référence sous la vidéo. Voilà. Comme comment? je remettrai la référence du livre que vous venez de citer. D'accord. Comme vous parlez de salon, ceux qui sont dans le Pays Basque, je vous engage à aller, c'est le 18 mai à 16 heures au fronton de Guétari. Vous allez aller à la rencontre de Evelyne Bogdanov. Il faut absolument aller la voir, lui acheter ses livres, discuter avec elle parce que c'est vraiment une auteure formidable. Donc allez-y. Moi, mon coup de cœur, c'est Violette et Stella. Je vais remontrer la couverture parce que là, on va être pris par le temps. Je ne voudrais pas qu'on dépasse. La voilà. Donc c'est en librairie. Violette et Stella, c'est aux éditions Stock. Avant de vous donner le mot de la fin, nous on se retrouvera, si j'arrive à enlever, je suis bloquée par. On se retrouvera jeudi prochain avec Valérie Tonklong pour son livre Voltige qui est paru aux Ah, éditions formidable. Gallimard. Evelyne, je vous donne le tout dernier mot de la fin. Écoutez, merci. Que puis-je vous dire d'autre? Merci, c'était formidable. On ne voit pas le temps passer avec vous, donc je trouve, c'était comme parler avec une amie. Bah, merci, moi c'était très agréable de partager ce moment avec vous. J'ai passé un formidable moment de lecture. Allez en librairie, allez acheter Violette et Stella, vous allez passer comme Ça, moi. on peut l'offrir pour la fête des mères. Exactement, ça sera un très beau cadeau. En tout cas, Oui. je vous souhaite une belle soirée et un bon salon au Pays Basque. Merci beaucoup. Merci, au revoir.